Le monde a été envahi par un ennemi presque invisible, un virus. Comment expliquer qu'il ait enrayé la machine de l'histoire en faisant des millions de morts et en générant la peur et la pauvreté? À quoi ressemblera le monde post-Covid-19? Nous avons posé ces questions à 3 experts. Peter Frankopan, historien et professeur à Oxford, Karina Knorr-Cetina, spécialiste des sciences sociales à l'Université de Chicago, et Jean-Paul Fitoussi, professeur d'économie à Sciences Po Paris. Peter Frankopan, bienvenue sur Euronews. En tant qu'expert en histoire mondiale, pensez-vous que la capacité du Covid-19 à se propager aussi vite et aussi facilement est inédite dans l'histoire des pandémies? Non, nous vivons dans un monde où certes la technologie et les modes de transport permettent de se déplacer beaucoup plus vite, mais les pandémies ont toujours fait partie intégrante de l'histoire mondiale, elles remontent à des milliers et des milliers d'années. Le problème, c'est que quand nous, humains, vivons à proximité d'animaux, les choses nuisibles et dangereuses que le règne animal nous transmet font partie du prix à payer pour nos denrées alimentaires. Ce qui a été inhabituel dans cette pandémie, c'est qu'après avoir été identifiée à Wuhan, elle s'est propagée très rapidement en Europe. Mais en réalité, cette rapidité de propagation doit être vue de manière nuancée. Cela fait plus d'1 an et demi que le virus a été identifié pour la première fois, et ce n'est que maintenant que la pandémie commence à balayer l'Inde de manière dévastatrice. Donc cette contagion prend un certain temps, elle en dit long sur notre façon de communiquer, de voyager, mais cette rapidité n'est, je pense, pas aussi grande que ce que l'on pourrait croire. Quand on la compare avec les maladies contagieuses que les hommes ont affrontées dans l'histoire, que peut-on en déduire sur les effets de cette pandémie sur l'ordre politique mondial? Tout dépend de ce qui va se passer par la suite. Avant la pandémie, tout le monde se rendait compte que la Chine se développait très rapidement, de manière prévisible et imprévisible. Les relations de la Russie avec ses voisins, notamment l'Ukraine, étaient déjà très problématiques. Beaucoup s'inquiètent aussi du changement climatique et de son impact sur l'Asie du Sud, le Moyen-Orient et l'Afrique de l'Ouest. Nous vivons de toute façon une époque de grands changements. À certains égards, la pandémie a ralenti certaines choses. Notre air est plus pur, les oiseaux ont la vie belle parce que nous ne voyageons plus autant, mais l'impact à long terme concernera la pauvreté dans le monde. C'est là que la pression est la plus forte. Les pays riches sont en mesure de s'endetter au maximum et de convaincre les investisseurs qu'ils vont les rembourser. Mais les pays émergents souffrent déjà terriblement et ce fossé se creusera de manière encore plus dramatique dans les années à venir. Dans l'histoire, y a-t-il eu des pandémies qui ont eu un tel effet économique ou financier? Ce qui est différent avec cette pandémie, c'est que bien qu'elle ait touché des millions de personnes, ses taux de mortalité ne sont en réalité pas si élevés. Si on la compare à la grippe espagnole d'il y a 100 ans, si cette pandémie avait eu le même taux de mortalité, nous aurions enregistré plus de 250 millions de morts au lieu de 3 millions. Certes, chacun de ces décès est une tragédie personnelle pour les familles et aurait pu être évité si de meilleures mesures avaient été mises en place. De la même manière, cette pandémie ne modifiera pas les relations de travail car elle n'engendre pas de changement démographique majeur. En revanche, elle fait évoluer la gestion de la dette par les gouvernements, mais aussi la relation entre les décideurs politiques et les contribuables. Ces points sont déjà en discussion et ils le seront encore plus dans les prochaines années. Pensez-vous que le monde post-Covid sera moins interdépendant? Je crains beaucoup cette remise en cause de l'interdépendance car elle a aussi des inconvénients. C'est beaucoup plus compliqué que ce que certains peuvent suggérer. Il faut clairement examiner les différentes pièces du puzzle géopolitique à l'échelle mondiale. Mais non, en réalité, j'espère que nous allons revenir à la normale parce que si ce n'est pas le cas, nous ne pourrons échapper à l'inflation et à des prix plus élevés et cela sera dévastateur à court terme. Le vaccin russe, le Sputnik V, est-il un outil de puissance politique ou une arme contre le Covid, notre ennemi commun? Quand on voit les Russes proposer leur vaccin, on le voit comme un outil. Et la première question qui nous vient à l'esprit, c'est où est l'équivalent de notre côté? Où sont nos vaccins et notre soutien médical pour les autres régions du monde? Pourquoi ne faisons-nous pas la même chose en utilisant nos vaccins au niveau diplomatique, comme on dit? La Russie est dans une position bien plus faible au niveau mondial que ce que la plupart des gens pensent. Il est certain que Moscou essaiera d'utiliser son influence. Nous, les Européens, nous ne savons pas ce que nous voulons. On a même envisagé de restreindre
restreindre l'envoi de vaccins européens vers d'autres parties du monde. Et puis au sein de notre industrie pharmaceutique, on empêche que la propriété intellectuelle soit utilisée pour faire baisser les prix des médicaments qui sauveraient des vies dans les pays en développement. Nous, les Européens, on voudrait que tout le monde fasse les choses à notre manière. Mais en réalité, quand on se regarde dans un miroir, il y a beaucoup de choses que l'on devrait mieux faire. En tant que citoyens du monde, sommes-nous désormais tenus d'accorder plus d'importance, du fait des pandémies, aux règles sanitaires et à la recherche médicale dans le cadre de groupements internationaux et d'accords de libre-échange? Ce qu'il y a d'ironique, c'est que les crises aboutissent souvent à des résultats positifs. Et l'une des choses que la pandémie nous a appris, selon moi, c'est qu'il nous faut une réponse mondiale beaucoup plus intégrée face à la maladie et aux pandémies. Ces innombrables recherches qui ont été le fruit de la collaboration entre les centres universitaires ont constitué un miracle, vu la rapidité avec laquelle tant de vaccins ont été développés. Mais la réalité, c'est que seuls 3% des fonds dédiés à la santé sont consacrés à la recherche contre les virus. Et donc cette réflexion qui est en cours sur une meilleure coopération pour guérir les maladies est très importante pour le cancer ou le sida, etc. Il y a un réel espoir que ces collaborations puissent se faire dans d'autres domaines. Le problème, ce sont les responsables politiques de tous les pays qui font toujours tout échouer parce qu'ils causent souvent des problèmes qui n'en sont pas ou parce qu'ils se livrent à des jeux de pouvoir. Mais concernant l'aspect médical, espérons qu'il y aura des améliorations dans la coopération quand la pandémie sera terminée. Dernière question. Les chiffres de cette pandémie sont tragiques, comme vous l'avez dit, et terribles. Mais comparés à la grippe espagnole et à la peste du XIVe siècle, les effets du Covid-19 semblent être moins néfastes pour l'humanité. Sommes-nous plus vulnérables psychologiquement que nos ancêtres ? Ça, je ne peux pas vous le dire. Ce que je peux vous dire en tant qu'historien mondial qui regarde les choses sur des milliers d'années, c'est que les hommes sont très résilients et que nous sommes plutôt doués pour nous relever à l'issue de guerres dévastatrices, de génocides, d'immenses tragédies et essayer de tirer des leçons. Ce n'est pas vraiment ce qui m'inquiète. Le problème, selon moi, c'est que quand les gouvernements s'endettent lourdement, ils peuvent être incités à prendre des décisions erratiques lorsqu'ils ne sont pas en mesure de faire face à leurs obligations. On sait tous que quand on n'a pas assez à manger ou que l'on est à court d'argent, c'est là que les problèmes arrivent. Dans les économies développées, nous sommes plus résilients que les autres pour le moment. Mais ce qui est inquiétant, c'est qu'il puisse y avoir de plus en plus de confrontations entre des États qui n'ont pas la capacité de prendre des mesures de soutien. Et il suffit d'un mauvais temps ou d'une mauvaise récolte pour que les choses dérapent. Nous voyons de nombreux bouleversements sur les marchés agricoles en ce moment. Cela va des difficultés liées à la météo dans la viticulture en France jusqu'au prix des céréales. La résilience n'est donc pas la question centrale. La question, c'est plutôt de savoir si les hommes se battent entre eux ou s'ils parviennent à travailler de manière pacifique et à se soutenir mutuellement. Sur ce point, les choses ne sont pas encore tranchées et on verra ce qui va se passer. Mais comme je suis optimiste et pragmatique, je me dis que nous sommes plutôt doués pour surmonter les problèmes. Peter Frankopan, merci beaucoup. Isolement, solitude et distanciation sociale sont entrées dans le quotidien de bon nombre d'entre nous, nous obligeant à changer radicalement nos modes de vie. Karina Knorr-Cetina, bienvenue sur Euronews. Quelles sont selon vous les leçons fondamentales que le monde a tirées de la pandémie ? L'une des leçons fondamentales, c'est certainement qu'il ne s'agit pas d'un problème uniquement biologique ou épidémiologique. La pandémie a provoqué des bouleversements énormes dans notre vie sociale et dans ce que la sociabilisation et la société veulent dire pour nous. Elle a eu un impact sur les nombreux contacts humains que nous avons habituellement dans notre vie sociale. Ces petits échanges qui nous font du bien, comme quand on va à la boulangerie et que l'on achète du pain ou que l'on boit un café. On nous sourit, on nous rend service, on dit merci. Ce sont des échanges totalement informels. Il ne s'agit pas de solidarité ici, mais d'une forme d'interaction sociale. C'est un environnement dans lequel nous baignons d'une certaine manière. Et il n'existait plus. Avez-vous été surprise de la manière dont la société s'est comportée à l'égard des personnes âgées ? Parce que tout d'un coup, on s'est beaucoup préoccupé de leur vie. On ne les a pas abandonnés.
Oui, je crois que c'est un aspect très positif, globalement positif de cette pandémie, car cela n'était pas nécessairement acquis. On aurait pu avoir cette approche, qui a été celle de certains pays d'ailleurs, de dire « OK, les plus forts survivent et les plus faibles meurent ». Et si l'on est tous susceptibles de contracter la maladie et d'en mourir, alors il faudra l'accepter. Ce n'est pas ce qu'ont fait la plupart des pays et des sociétés. Ils ont protégé leur population. Vous savez, même dans un contexte de capitalisme, il y a une composante sociale. Nous avons redécouvert la nécessité cruciale de financer le secteur de la santé. Les citoyens ont-ils aussi redécouvert l'importance de la solidarité? Vont-ils mettre de côté la cupidité et l'individualisme extrême? Non, concernant la dernière partie de votre question, je ne pense pas. Mais la question de la solidarité est beaucoup plus profonde. Il y a une chose que nous avons découverte avec la pandémie, et là je parle principalement de la situation aux États-Unis, car je suis bloquée ici depuis un an. Il y a eu cette tendance à refuser de porter un masque, alors que ce n'est pas grand-chose de porter un masque. Et pourtant, une guerre des masques a éclaté. Cette tendance a tout d'un coup révélé qu'il n'y avait pas de nous. Nous ne formons pas une entité unique, une nation. Nous sommes divisés selon des lignes de fracture totalement inattendues. Alors je ne dis pas que cette division n'était pas là auparavant, mais nous n'y faisions pas attention. De ce point de vue, pensez-vous que la distanciation sociale est là pour rester une fois la pandémie derrière nous? Non, pas vraiment. À ce niveau, je pense que nous allons totalement revenir à la normale. En revanche, au niveau plus politique, collectif, je dirais, ce nous que nous pouvons imaginer former en tant que peuple uni restera hypothétique pour longtemps. Et je ne vois aucun signe d'amélioration à cet égard, par exemple aux États-Unis. Le travail à distance et les sommets virtuels sont autant d'exemples de la rapidité avec laquelle le monde numérique est entré dans nos vies. Les changements que nous vivons vont-ils s'inscrire dans la durée ou allons-nous simplement revenir à la normale quand tout sera fini? De nombreuses entreprises aux États-Unis prévoient ou ont déjà commencé à revenir un peu au travail en présentiel, à mi-temps par exemple. Mais dans le même temps, elles se débarrassent d'un certain nombre de leurs locaux en estimant que les salariés peuvent et devraient travailler depuis chez eux. Au sein des universités dans lesquelles je travaille, nous allons refaire cours sur place. Nous allons essayer de revenir à la normale. Parce qu'on sait que les étudiants fréquentent les universités des campus américains, pas seulement pour se former, mais aussi pour avoir accès au réseau de sociabilisation. Ils veulent ce contact social et ils ne veulent pas, à leur âge, rester en permanence tout seuls devant un écran. Donc nous devrons probablement revenir totalement à la situation antérieure. Les points de vue évoluent du côté des acteurs économiques, mais il y a aussi la relation entre les entreprises et leurs salariés qui doit changer. Être actif en ligne doit être formalisé, initié. C'est une procédure qui n'est pas mise en œuvre de manière informelle, sans réfléchir et avec facilité. Donc à l'avenir, ce sera une bonne chose que les gens profitent pleinement de ce qui peut se présenter avec les contacts dans le monde réel. Thank you for being with us. Thank you. L'ordre économique mondial a été bouleversé par la pandémie, obligeant les États à se porter à son secours. Bonjour professeur Fitoussi, bienvenue sur Euronews. Donc, l'une de vos théories, c'est la théorie du lampadaire, la métaphore du lampadaire. C'est-à-dire, on connaît cette partie du monde de la société qui est éclairée par un lampadaire. Mais il y a des côtés sombres, des zones obscures. Est-ce que la Covid, la pandémie, a éclairé quelque chose de ces zones sombres? Elle a éclairé le fait que le système de santé européen n'était pas en aussi bonne santé qu'on le disait, si je puis dire. Que notamment, pour ce qui concerne la France, ce fut
une grande surprise de s'apercevoir que le système médical français était loin d'être le premier du monde comme on le croyait auparavant, parce que on n'a pas investi suffisamment dans le système hospitalier, parce qu'on a voulu tellement réglementer le système pour qu'il dépense moins qu'en réalité, on l'a fait dysfonctionner de toutes parts. Et on a remplacé les médecins par des administrateurs. Et le rôle de l'État dans tout ça? La mission principale d'un État, c'est la protection de sa population. Et la crise du Covid est venue nous le rappeler de façon violente. Les États se sont tous mis à protéger leur population. Il n'y en a pas un seul qui n'a pas protégé sa population, alors que c'était considéré auparavant comme un crime contre la doctrine que de protéger les chômeurs ou les chômeurs potentiels ou les entreprises qui sont proches de la faillite. On redécouvre que dans un système globalisé, si l'on ouvre les portes et fenêtres, c'est ce que signifie la globalisation, il faut en même temps accroître la protection des populations. Autrement, arrive un moment où on est contraint de le faire parce qu'une crise se produit ou une révolution. Professeur Fitoussi, donc est-ce que vous pensez que le plan de relance qui a été mis sur la table comme réponse à la crise générée par la Covid, par la pandémie, est suffisant et va servir à relancer le grand projet de l'Europe sociale? Écoutez, il y a deux choses dans ce plan. D'abord, le fait qu'il existe, le fait que, en gros, il donne un peu quelque chose de concret à la notion d'eurobond, c'est-à-dire à la possibilité d'un financement solidaire de l'Europe. Un grand pas en avant, ça. Ça, c'est quelque chose de très positif. C'est quelque chose de très positif. Mais maintenant, le fait que ce plan s'accompagne de débats qui n'en finissent pas et qui font qu'il n'est pas appliqué. Si on prend pour référence les États-Unis, on s'aperçoit qu'on a au total 7 000 milliards d'euros contre 750 pour l'Europe. Alors que l'Europe a davantage d'habitants que les États-Unis. On s'aperçoit qu'on ne joue pas dans la même cour, qu'on reste dans la cour des petits. Alors évidemment, avec de tels efforts, il est certain que les États-Unis vont s'en sortir très vite et vont alors avoir une avance sur l'Europe qui ne pourra que s'agrandir. Professeur Fitoussi, est-ce que la Covid n'aurait pas dévoilé un très grave déficit de démocratie, voire de leadership au sein de l'Union européenne? On se moque des populations en leur disant « vous n'êtes pas vraiment des citoyens puisque vous ne pouvez pas infléchir la politique de votre pays. Bon, mais on va faire comme si vous étiez des citoyens. » On leur enlève toute souveraineté et la souveraineté qu'on leur enlève n'est pas utilisée à l'échelle européenne. C'est là le problème de l'Europe, c'est qu'il y a un vide de la souveraineté. Il n'y a pas de souveraineté européenne et il n'y a plus de souveraineté nationale. Donc dans ce cas-là, que font les populations? Eh bien, elles s'adressent à un guérisseur. Le guérisseur, c'est le populiste. C'est celui qui va promettre que tout est possible, même s'il n'y croit pas. Il se dit de toute façon, qu'est-ce qu'on a à perdre? Puisque la politique n'est pas changée, que nous sommes toujours au chômage, que nous devenons de plus en plus pauvres, que les classes moyennes disparaissent progressivement. Donc, qu'a-t-on à perdre? Essayons. Merci, professeur Fitoussi.